Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez François Tabuy à Serraval, en Haute-Savoie. Au pays du fromage, puisque la Haute-Savoie comprend pas moins de 8 fromages avec une appellation d'origine contrôlée, je ne pouvais faire autrement que de rencontrer un de ses producteurs. J'ai eu la chance de tomber sur François. Avec ses 70 vaches et ses 30 chèvres, il monte 6 mois dans l'année, plus haut dans les alpages, pour offrir à son troupeau la meilleure herbe possible. François a été aussi accueillant que pédagogue et clair dans ses explications. Ça nous a bien sûr permis de parler du reblochon, fromage star de Haute-Savoie, mais aussi d'échanger sur des sujets plus sensibles, tels que la menace qui plane sur les fromages au lait cru ou la présence du loup dans les montagnes. François est élu à la Chambre d'agriculture et participe à des groupes de travail sur ce dernier thème. L'occasion de découvrir que, comme souvent en agriculture, le sujet est complexe et la solution idéale pas facile à trouver. Bonne écoute! Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation, le GAEC des Vendécimes, c'est ça ? Eh bien, bienvenue à toi. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Voilà, donc moi je suis François Tabuy, j'ai 39 ans et donc je suis agriculteur. Je suis agriculteur en GAEC, c'est-à-dire qu'on est 2 associés sur cette exploitation. Et donc on est dans le berceau du reblochon fermier, on est dans les vallées de Thônes, donc en Haute-Savoie, à la limite de la Savoie d'ailleurs, voilà, dans le massif des Aravis. C'est vraiment magnifique. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été le déclic pour toi de devenir agriculteur ? Bien, moi j'étais pas fils d'agriculteur, ni mon associé d'ailleurs. D'ailleurs l'un l'autre, on était passionnés depuis gamin par l'élevage, et notamment les vaches abondance, qui sont les vaches du pays. Et donc on a moi successivement l'un après l'autre, on a repris des exploitations derrière des paysans qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de repreneurs, et qu'on a un peu convaincu de nous transmettre le travail de leur vie finalement, leur exploitation, ce qui n'était pas tout simple, mais on a réussi, et donc on a créé le GAEC Le Vendécimes. Joli nom. Voilà, à Serraval, pour évoquer effectivement qu'on est en alpage sur des hauteurs où le vent le soir notamment se lève. Donc on a créé l'exploitation en 2004-2005, ça commence à faire, et on a fait ce bâtiment agricole en 2010, donc on a pas mal investi pour donner des bonnes conditions de travail aux agriculteurs qu'on est, et en tout cas des conditions de bien-être animal aussi à nos troupeaux, donc voilà. Ce grand bâtiment, ça a demandé un certain investissement, j'imagine. On dit souvent que pour les nouveaux éleveurs, c'est très compliqué de s'installer sans reprendre une ferme familiale. Toi, tu as quand même réussi à le faire. Ça a été un combat ou les choses se sont faites plutôt naturellement ? Voilà, il faut avoir beaucoup de volonté. Il y a quand même effectivement une politique de renouvellement des générations en Europe et en France, avec des aides pour démarrer. C'est vrai que le démarrage a été, en tout cas sur les petites exploitations, assez facile, puisque du coup on est aidé, on est accompagné. Bon, il faut convaincre les propriétaires. En revanche, c'est vrai on avait repris que des petites structures derrière des personnes assez âgées qui n'avaient pas renouvelé, qui n'avaient pas un outil au top. Donc, ce qui a été plus compliqué, ça a été de convaincre finalement nos partenaires financiers, les banques, de nous prêter. Du coup, là, on a investi 1,3 million en 2010. Oui, quand même. Et effectivement, il fallait montrer que malgré nos petites exploitations, on avait un vrai projet et qu'on allait en vivre. Donc voilà, ça a été un bon combat. Ouais. Mais du coup, on a plusieurs institutions bancaires nous ont suivis. Donc ça a permis de démarrer. Et 10 ans après, on est quand même content d'avoir fait ce pari et d'avoir été suivis. Ouais, pari gagnant, justement, vous vendez beaucoup de reblochons pour amortir tout ça. Voilà, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu votre activité, oui. Ton troupeau, le cheptel que vous avez et les fromages que vous produisez ? Sur l'exploitation, du coup, c'est déjà alors, on pourrait dire une grosse exploitation, mais on est quand même nombreux à en vivre et en travailler. Là, actuellement, on est donc 2 associés, on a entre 2 et 3 salariés sur l'année. Donc voilà, on a du coup 75 vaches laitières au total, de race abondance et tarine, qui sont un peu les 4
4x4 des laitières. C'est-à-dire que nous, on a des vaches qui font du lait, mais qui savent le faire dans des conditions difficiles de climat, de pente. Donc voilà, on a des belles vaches de montagne hein, qui sont un peu l'image aussi de marque et d'authenticité de nos produits. On élève toutes nos génisses, hein, ce qui est aussi un peu une particularité pour nous ici. Les génisses, c'est les jeunes vaches. Hein. Les jeunes vaches, c'est-à-dire que les futures vaches, hein, il faut chaque année en élever une vingtaine pour renouveler le troupeau. Hein. Et puis, depuis 2010, hein, on s'est lancé dans un petit atelier caprin. Donc, qui est modeste, hein, mais on a 35 chèvres hein, et aussi une dizaine de chevrettes. Voilà. Donc ça, c'est les deux productions principales. On a un tout petit atelier porcin, puisqu'on fait une quinzaine de porcs avec le petit lait de la fromagerie, chaque année. Vous vous ennuyez pas. Et on s'ennuie pas. Si j'oublie quand même quelque chose, hein, sur l'alpage l'été, on monte, on a ce site ici où on est, on passe l'hiver, le printemps, l'automne, hein, et les 4 mois d'été, 4 à 5 mois d'été, hein, on estive, hein, on monte avec l'ensemble des troupeaux. À 1700 mètres d'altitude hein, sur un alpage, on transforme sur place, on traite sur place et on a aussi la particularité de tenir un petit refuge hein, puisqu'on est sur un itinéraire de randonnée et donc on a cette activité d'agrotourisme, on fait de l'hébergement hein, et on fait aussi et surtout de la petite restauration de montagne en fait. Donc là il y a William qui est avec nous là, qui a sa cote, donc il est polyvalent. Ouais. Et c'est William qui sera responsable de cette activité cet été. On a 2 saisonniers qui nous rejoignent chaque été et en fait on fait une restauration traditionnelle de montagne, et notamment des beignets de pommes de terre, des reblochonnades, donc à base des produits de la ferme hein. Et donc c'est une petite activité pendant 4 mois, mais ce qui fait qu'on est nombreux aussi en alpage à travailler. Et du coup là vous allez monter bientôt puisqu'on est mi-mai. Ça s'est prévu pour quand ? Alors, ça c'est le pari là. Actuellement, la saison printanière elle est plutôt tardive là en fait. Hein. On a plutôt un temps pluvieux, pas des grosses températures, donc la neige fond trop lentement à notre goût. Mais c'est vrai qu'on guette depuis ici la fonte un peu des plaques blanches là-haut sur l'alpage. L'année passée c'était l'inverse, hein. C'était très précoce. On est monté le 15 mai, ce qui ne nous était jamais arrivé. Hein. Et là a priori, je pense qu'on espérait monter la semaine prochaine, mais non, il n'y a pas assez d'herbe, donc on montera sans doute le fin mai, quoi, le 29 sans doute. Alors c'est les super journées, j'ai envie de dire, on est paysans, on se fait tout ce boulot là parce qu'on aime ces 2 journées par an, la journée où on monte et la journée où on descend, qui est une fête localement. On met des grosses cloches à tout le troupeau, dans chaque hameau ils nous entendent arriver et donc à ce moment là ils nous payent l'apéro en passant, donc c'est sympa. Ça se passe plutôt bien. Ouais, voilà. C'est une vraie fête, mais il y a beaucoup de travail ce jour-là, j'imagine aussi, parce que c'est un peu de pression là, de monter tout ça en haut. On travaille déjà, on se lève déjà tôt en temps normal, mais là faut avancer le réveil de quasiment 4 heures hein, pour pouvoir faire toute la traite, toute la transformation, monter le matériel et revenir ici pour partir avec le troupeau à pied ensuite. Hein, donc c'est une grosse journée où malgré tout on est content de trouver l'oreiller le soir. Quoi. Ouais. Et il y a combien de marches jusqu'au refuge en haut ? Alors c'est pas si... Nous ça monte vite, hein, donc du coup en 2h30, 3h, on est en haut en fait avec le troupeau. Quoi. C'est une rando quoi. C'est une bonne rando, mais les vaches ont un bon rythme, hein, donc souvent ceux qui veulent venir un peu en touriste sont surpris du rythme. Faut être affûté. En fait, oui, puis c'est sportif parce qu'il faut retenir le troupeau qui a vraiment envie de monter, et c'est un peu comme un peloton cycliste, il faut retenir celle de devant, sinon ceux qui sont derrière, ils n'arrivent plus à suivre, quoi. Ils perdent le moral. Quoi. Et quel fromage tu produis là sur place avec ton associé ? Donc là ici, notre métier principal, hein, c'est le reblochon. Hein, donc on est au cœur du berceau du reblochon fermier. Voilà, j'ai envie de dire quasiment toute l'année, on fait du reblochon intégralement. On travaille avec des affineurs, hein, on expédie aussi auprès de crémiers. On s'est diversifié depuis pas mal d'années. Hein, on est aussi en appellation d'origine protégée fromage d'abondance. Hein. Donc on fait de l'abondance fermier de façon un peu plus anecdotique. Hein. Sinon on fait aussi une tome de montagne, une tome fermière, de la raclette. Et voilà, on a un troupeau de chèvres, donc on fait aussi la petite appellation des Savoies, qui est le chevrotin, hein, qui est une pâte molle traditionnelle. Donc voilà, ce qu'on fait un petit peu sur l'exploitation de typique. Ok, et ça donne l'eau à la bouche. Je te propose qu'on aille poursuivre les discussions à l'intérieur. J'aimerais bien parler avec toi du reblochon, bien sûr, qui est quand même la star, tu l'as dit, d'ici. Également du fromage au lait cru, qui est quand même une vraie spécificité française. Et puis qu'on finisse par le loup, je crois, qui vous inquiète un peu dans les montagnes. À tout de suite. Et on rentre. Bon, nous voilà revenus dans ton bureau, la salle à vivre de l'établissement. C'est ça, en fait, c'est le lieu où on se retrouve tous les jours avec tous ceux qui travaillent ici, finalement, entre la traite et la fabrique, notamment pour partager le petit déjeuner.
Et puis c'est aussi la solide d'accueil quand les gens du pays viennent acheter du fromage. Ça permet aussi de boire un coup avec eux, quoi. Et tu le disais, donc la Savoie, c'est vraiment le pays du fromage. Hein. Vous avez 8 fromages avec une appellation d'origine contrôlée, c'est quand même pas rien. Vous faites de l'abondance en AOP et du reblochon. Et du chevrotin. Et du chevrotin en AOP, ouais. Qu'est-ce que ça implique d'être AOP et pourquoi tu as fait ce choix ? Il s'est imposé, c'est un choix naturel parce que finalement, c'est toute une filière, une dynamique de territoire collective là, qui est là et qui nous permet aussi de vivre bien parce qu'il y a des choix qui ont été faits par le passé. Je crois que les générations d'avant nous avaient eu du nez, hein, je crois, parce que quand il y a eu la modernisation de l'agriculture, où finalement il fallait des races très productives qui arrivaient outre-Atlantique et où le maïs prenait beaucoup de place dans les modèles d'élevage laitier, chez nous ils ont compris qu'avec nos montagnes, nos pentes, on serait pas compétitif pour faire jouer dans la cour des grands, j'ai envie de dire, de la production laitière. Et donc ils ont préféré se dire nous, on va s'en sortir si on fait un produit qui se démarque, qui sera un produit de terroir, un produit d'authenticité, quoi. Et ça a été la démarche des appellations, de préserver finalement, un peu à contre-courant à une époque, de préserver ce qui faisait notre singularité. Finalement, quand on mange un produit AOP, tu manges un bout de territoire, tu manges effectivement une typicité de terroir, puisque des herbages sont différents, et puis parce que c'est des savoir-faire ancestraux qui se transmettent, et ça c'est aussi, j'ai envie de dire, tu fais pas que manger, c'est une partie de patrimoine culturel c'est que de la tu dévores, découverte. quoi. Ça vous permet de mieux valoriser le produit. Et sur le reblochon spécifiquement, qu'est-ce que tu imposes dans les grandes lignes, le cahier des charges pour être AOP ? Il y a des cahiers des charges qui sont pour moi plus un cahier de ressources, parce que souvent on le voit négativement comme une contrainte, alors que c'est des choix qu'on a fait d'être éleveur laitier en montagne de cette manière-là. Qu'est-ce que ça nous impose ? Alors déjà, en fait, on peut pas faire ça avec n'importe quelle vache. Donc, le cahier des charges du reblochon, on peut produire qu'avec les vaches qui ont fait l'histoire de ce produit, donc l'abondance, qui est vraiment la vache du pays, la vache tarine, ou la tarentaise, comme vous voulez, qui vient de la vallée de derrière, en fait. Et puis on a le droit aussi à la Montbéliarde, qui est historiquement présente ici, mais qui est plus une vache de Franche-Comté en fait à la base, mais c'est une vache d'herbage, et elle est historiquement présente ici. Donc voilà, le reblochon, il faut avoir l'une de ces 3 races. Donc nous on a les 2 races les plus typiques, l'abondance surtout, et on a 4-5 tarines, parce que voilà, mon père me disait qu'anciennement ils avaient tous au moins une tarine dans le troupeau. Non, on en a 5, mais voilà, donc on a ces races-là. Qu'est-ce que ça nous impose en fait, pour garder toute l'authenticité faut que les vaches mangent de l'herbe, donc c'est-à-dire qu'effectivement on n'a pas l'hiver, faut qu'elles mangent du foin, elles mangent du fourrage sec, on n'a pas le droit aux techniques plus récentes de l'ensilage ou de l'enrubanage, où on conserverait en fermentant finalement les fourrages, parce qu'on a besoin nous de couper l'herbe l'été pour leur donner l'hiver, puisque nous, pendant 5 à 6 mois de l'année, il y a de la neige, donc les animaux sont dedans, il faut les nourrir. Voilà, on s'est limité aussi sur la quantité de céréales qui complètent, parce qu'une vache, effectivement, avec le foin, elle va produire autour de 18 litres par jour, mais une vache qui vient de faire son veau, par exemple, elle va parfois produire 25, 30 ou 35 litres par jour. Et donc celles-là, on leur donne des concentrés, qui sont des céréales qu'on achète, puisqu'on n'en produit pas sur l'exploitation. Et là aussi, les appellations, elles ont obligé finalement à se contraindre à des matières toutes simples, les céréales, effectivement, blé, triticale, maïs, mais pas d'OGM, on a fait ce choix-là dans les filières. Et pas de sous-produits, donc pas de produits de mélasse ou de choses comme ça. Donc ça, c'est les conditions de cahier des charges. Puis après, il y a sur toute la transformation, où on a un cahier des charges qui nous impose on transforme le lait à chaud, c'est-à-dire qu'on ne refroidit jamais le lait. Le lait est transformé tout de suite après la traite pour garder toute finalement sa saveur, toutes ses particules fines, pour qu'on puisse bien les transmettre directement au fromage. On décaille manuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas automatisé cette opération du fromager. Voilà, puis après nous on a fait des choix, on affine sur des planches en épicéa, qui est le bois local. Pour nous c'est essentiel, et ça va même marquer le fromage, on le retrouve un peu sur le croûtage. Et après il y a plein de détails, mais effectivement c'est les races, c'est le fourrage, c'est l'alimentation des animaux qui est encadrée. Et le fait de monter en montagne aussi, non ? C'est dans Alors, le cahier c'est pas des dans le charges, cahier des charges. Ah, ok, d'accord. Mais par contre, nous on a fait ce choix-là, d'aller tirer de l'herbage pour notamment laisser de la surface ici, puis parce que moi et mon associé, l'alpage c'est vraiment une passion. Moi je dis mon métier c'est l'élevage, c'est le fromage et c'est l'alpage. Oui, et puis j'imagine que le fait de faire monter les vaches en haut, ça te permet de laisser les prairies libres pour que justement l'herbe repousse et faire le foin derrière aussi. Alors nous,
J'ai envie de dire, l'alpage et l'appellation, ils sont liés. Nous, c'est pas écrit dans les cahiers des charges que l'obligation d'aller en alpage, mais le fait qu'on ait une appellation qui ait permis de garder des agriculteurs nombreux, parce que finalement il y a une dynamique économique, ça a permis de garder les alpages. Si on était beaucoup moins nombreux, comme dans d'autres vallées alpines ou d'autres massifs français, finalement dans les alpages, on ne monte plus les vaches laitières, on monte plus que les génisses ou des moutons qui viennent parfois d'ailleurs. Tout ça parce que finalement, comme le produit est bien valorisé, dans cette commune là de Serraval, il y a une quinzaine d'exploitations, quoi. Et donc on est malgré tout assez nombreux à vivre de l'agriculture, quoi. Et s'il n'y avait pas les alpages, il y aurait moitié moins d'exploitations, si c'est pas plus, quoi. Et tu le disais, le reblochon est plutôt un fromage d'hiver. Ça m'amène à la question de l'auditeur qui est Denis, parce que je demande sur Twitter à chaque fois qu'est-ce que vous voulez demander, qui dit voilà, à quand un plat d'été pour le reblochon? Parce qu'en fait, tu nous disais là que tu produisais moins de reblochon, ça y est, parce que les gens n'en consommaient plus à cette période de l'année. Comment faire pour contrer cette saisonnalité? Alors, non, le reblochon, au contraire. J'ai dit effectivement qu'il se consommait beaucoup de reblochon l'hiver. Oui. Alors, j'ai envie de dire même malheureusement. Et donc, toute la communication de notre filière, d'ailleurs, on a une communication nationale à la télé là, en ce moment, où on dit justement le reblochon, il se mange même l'été. Alors, c'est vrai que traditionnellement, le reblochon s'est beaucoup développé en même temps que le ski. Les gens venaient au ski et il a été connu beaucoup par la tartiflette. Alors, c'est très bon une tartiflette, et une vraie tartiflette, ça ne se fait qu'avec du reblochon, sinon c'est une fausse tartiflette, c'est-à-dire que vous ne recevez pas comme il faut vos convives. À bon entendeur. Voilà. Mais par contre, le reblochon, il est bon toute l'année, et particulièrement l'été, où finalement les vaches mangent de l'herbage, les prairies d'altitude. On a des fromages qui sont un peu plus jaune-ivoire, qui sont plus colorés, et effectivement assez goûtus. Donc le reblochon, voilà, pour nous, aujourd'hui, toute la communication, c'est de dire c'est pas que l'hiver, c'est pas que pendant le ski, mais c'est aussi l'été sur un bon plateau, autour d'un apéro, à sa place aussi entre le plat et le dessert, quoi, finalement. Et tu le disais aussi, donc le reblochon, vous le faites directement à chaud à la sortie de la traite. C'est aussi un fromage au lait cru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Toutes les appellations ici en Savoie et Haute-Savoie, dans ce territoire, sont au lait cru. Si on n'était pas au lait cru, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le cahier des charges, sur la transmission de l'herbage, etc., si on pasteurisait, ce serait un non-sens en fait. C'est-à-dire que toutes ces pratiques, tous ces choix pour transmettre l'authenticité du territoire, du terroir, eh bien finalement ça ne servait à rien. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le lait cru ? Le lait cru, en fait, c'est une biodiversité, une énorme biodiversité. C'est quoi derrière tout ça ? C'est des milliards de bactéries en fait, qui sont issues aussi de l'environnement, de la typicité du produit, et qui font que le reblochon est quelque part unique chez moi et un peu différent chez le voisin, et n'a rien à voir avec finalement un Saint-Nectaire, et n'a rien à voir avec un camembert de Normandie au lait cru, parce que finalement ça transmet complètement une diversité, et cette diversité là c'est une énorme richesse en fait. Alors on est parfois inquiet, parce qu'il y a aussi des bactéries qu'on ne veut pas, quoi. Et aujourd'hui, on entend parler, notamment dans les médias, beaucoup du microbiote intestinal. Et tout ça, c'est des flux finalement entre qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce que mange la vache, qu'est-ce qu'elle transmet dans le fromage, dans le lait, et qu'est-ce que le consommateur ensuite ingurgite. Moi, je suis sûr que c'est un sujet de santé publique, et j'en suis même convaincu, d'avoir finalement une richesse de ces bactéries. Et quelque part, le fromage au lait cru, au-delà du terroir et des particules qu'il transmet, c'est aussi ça, quoi. Il y a des études qui sont portées depuis pas mal d'années, où ils se sont rendus compte sur des cohortes de consommateurs depuis plus de 15 ans que les gens qui avaient mangé finalement des fromages au lait cru très tôt, qui avaient bu du lait cru finalement, avaient plus de 40% de moins de maladies auto-immunes, allergènes, on parlait même d'autisme d'ailleurs. Donc il y a un lien finalement entre les aliments qu'on consomme, et finalement la santé en général, quoi. Et qu'on comprenne bien, le lait cru, c'est le fait de transformer, tout le long du processus de transformation, de chauffer à un maximum 40 degrés, je crois, versus le lait pasteurisé, où là on peut monter jusqu'à 70 degrés. Et le lait pasteurisé a l'avantage, notamment pour les industriels, de standardiser le goût. Il a aussi l'avantage de tuer toutes les bactéries, donc ils prennent aucun risque. Et je voyais de stockage aussi, puisque le lait cru, je crois qu'au bout de 48 heures, il devient périmé, il est impropre à la consommation, alors que pour des industriels, le fait de le chauffer, comme ça après ils sont tranquilles pour stocker, j'imagine.
Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, le lait cru, c'est une vraie spécificité française aujourd'hui qui est mise à mal justement à cause parce qu'elle est accusée peut-être d'apporter des bactéries. Et c'est un truc qu'il faut préserver parce que c'est un vrai savoir-faire français. Tout à fait. Enfin, nous, on demande à l'administration comme elle sait le faire sur d'autres choses, il y a une question de bénéfice-risque simplement. C'est vrai qu'on ne va pas raconter n'importe quoi. Il peut y avoir des problèmes. J'ai envie de dire, c'est comme si vous prenez votre voiture. Vous avez, il y a une probabilité faible, mais elle existe, qu'un chauffard vous rentre dedans et que vous perdiez la vie. Pour autant, vous prenez quand même la voiture, c'est-à-dire qu'elle vous apporte tout un tas de bénéfices. Et ben, j'ai envie de dire, le fromage, c'est un peu pareil. Et l'alimentation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est un milieu vivant. Il y a un faible risque, qui est très faible finalement, d'avoir un problème. Mais par contre, le bénéfice, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est toute cette richesse qui permet aussi aux consommateurs d'être résistants. Nos pays du Nord développés, si on va dans des pays sous-développés, on est incapable de se débrouiller si on ne trouve pas une bouteille d'eau minérale. Simplement parce que finalement, on a perdu cette résistance. Et puis pour répondre à la question de l'industriel ou pas, j'ai envie de dire ce qui fait aussi la différence, c'est que ces fromages industriels ont tous le même goût. C'est qu'en fait, finalement, l'industriel, il collecte énormément de lait dans énormément de fermes et il ne connaît pas chaque lait. Donc il est obligé de le pasteuriser, il l'uniformise finalement. Et ce qui fait qu'il a surtout le même goût, c'est qu'après, il faut qu'il retravaille. Donc finalement, il a enlevé toutes les bactéries parce que pour finalement enlever quelques bactéries qu'il ne voulait pas. Et il va remettre énormément de ferments lactiques. Les ferments lactiques, c'est rien d'autre que des bactéries, qu'on appelle des bactéries plutôt technologiques, qui vont venir aider à faire tel ou tel fromage. Et donc le fromager industriel, comme il a tout enlevé, qu'il n'y a plus de flore utile, il est obligé de remettre énormément de ferments, ce qui fait que finalement on a une standardisation quand même des goûts, parce que ces ferments sont aussi des ferments industriels, etc. C'est en danger à tel point que le lait cru est interdit dans certains pays, notamment les États-Unis ou le Canada. C'est ça, Alors... Ouais, mais la preuve, alors les États-Unis sont habitués pour être souvent dans les extrêmes. Et finalement, oui, il y a eu, notamment, je crois, c'était dans les années 90-2000, des gros débats, notamment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, avec des normes qui étaient imposées pour ne pas avoir ces types de produits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe, y compris aux États-Unis? Il y a un mouvement complètement inverse, justement, qui est à toute petite échelle, à l'échelle des États-Unis, mais finalement de producteurs qui se relancent et de consommateurs qui reviennent complètement sur des produits et qui reviennent en France, finalement, ou en Europe, voir comment on faisait du fromage anciennement, quoi, en fait. Ouais. Donc c'est dire que finalement ça change. Aujourd'hui, je pense qu'on est allé tellement loin dans la standardisation, dans la norme, des normes pour tout cet alimentaire. On revient aujourd'hui, j'ai envie de dire, à raison gardée autour de produits qui ont plus de sens, quoi. Et je voyais aussi que le Sénat, là, dans son dernier rapport sur le sujet, préconisait ou demandait que ce savoir-faire-là du fromage au lait cru soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO pour préserver en fait cette tradition chez nous, quoi. Nous, on en est convaincus, ça a été toute la démarche de l'appellation. Aujourd'hui, notamment là au niveau des massifs, on est en train de présenter cette démarche-là, effectivement, d'inscription de ces savoir-faire alimentaires, culinaires aussi derrière, comme une diversité aussi culturelle et un patrimoine vivant. Donc c'est une démarche qui est engagée, tout comme on est vient d'être reconnu par l'UNESCO, la reconnaissance finalement de la transhumance et du pastoralisme comme patrimoine mondial de l'humanité, quoi. Ouais. Parfait, ça tombe bien que tu parles de pastoralisme, donc c'est le fait d'être berger en montagne, le pastoralisme. Tout à fait. Parce que j'aurais bien aimé parler avec toi de la problématique du loup dans les Alpes, puisque notamment je crois que tu travailles à la Chambre d'agriculture, tu es élu et tu travailles un peu sur tous ces sujets. Alors le loup, je voyais qu'en 1880, on avait ordre de l'abattre, on avait même des primes pour l'abattre. En 1939, je crois que c'est le dernier loup qu'on voit en France. Et aujourd'hui, il est revenu. Comment il est revenu, le loup ? Le loup est revenu, je crois, en 92. Il arrivait d'Italie. Il est passé le parc du Mercantour et il a recolonisé finalement d'abord les Alpes. Et puis aujourd'hui, il s'étend sur une bonne partie du territoire français. Oui, il monte jusqu'en Meuse, j'ai vu. Et il monte effectivement dans l'Est. Je crois qu'il est allé même assez loin dans le centre. Donc le loup est de retour, mais c'est pas nouveau. Donc ça fait depuis 92. Parce que c'est une espèce protégée maintenant. Alors le loup, il n'y en avait plus. Alors c'est vrai que... En 80, je crois que c'est dans ces années-là, il y a eu de signer la Convention de Berne, qui au niveau mondial a fait que certains États se sont engagés à préserver ces espèces en voie de disparition. Donc c'était facile de signer toutes ces conventions parce qu'on n'en avait plus du tout. Et il y a eu aussi la directive Habitat au niveau de l'Europe qui a vraiment protégé de façon draconienne ces individus. Bon.
effectivement, quand il y en avait quasiment plus ou pas, ça posait aucun souci. Aujourd'hui, c'est un vrai débat, c'est d'énormes problèmes dans nos territoires, et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la situation de 92. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français nous dit qu'il y a environ, je crois, 600 loups sur l'arc alpin. Nous, on est convaincus qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce que même sur ce territoire-ci, on a eu des réunions avec les services de l'État. On nous dit il n'y a que 5-6 loups sur cette quinzaine de communes, et en fait, même sur une attaque, il a été observé plus de 6-7 loups localement. Et en fait, aujourd'hui, il y a une recrudescence d'attaques qui est exponentielle, vraiment, et qui nous laisse à penser qu'il y a beaucoup plus d'individus qu'on ne l'affirme. Alors, effectivement, ils sont comptés, mais voilà, c'est un vrai débat aujourd'hui public de savoir où c'est qu'on en est. Et tout ça pour dire aussi qu'on ne peut pas avoir la même adaptation à cette population de faune sauvage quand il n'y en avait plus du tout, ou que quelques individus qui revenaient en 92, et aujourd'hui où finalement le loup se reproduit et n'est plus en voie de disparition. Moi, je dirais simplement aujourd'hui, qui c'est qui est en voie de disparition ? C'est le pastoralisme, clairement. Nous, on est dans des territoires où ça devient impossible finalement de faire son métier, ça devient impossible d'élever finalement des animaux et d'avoir que les yeux pour pleurer pour les voir se faire dévorer. Pour nous, c'est un sujet très difficile. Alors, on n'est pas à demander l'extermination du loup parce que voilà, c'est pas le sujet. Ce qu'on observe depuis 92, c'est qu'il y a en fait finalement un échec des mesures de protection des troupeaux, tout simplement. On s'est complètement trompé, c'est-à-dire qu'en fait le loup est toujours surprotégé, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas le droit de le tuer. On a depuis quand même quelques années réussi à montrer qu'il fallait éliminer les individus qui posaient le plus problème. Donc effectivement, bon an mal an, l'État permet d'abattre les loups les plus pénibles, c'est-à-dire une cinquantaine par an, 50-60 loups je crois à l'échelle nationale, avec des protocoles très compliqués pour les éleveurs. Et il faut mettre en place tout un tas de mesures de protection qui sont aujourd'hui contre-productives, c'est-à-dire qu'avant on pâturait les alpages au fur et à mesure de la pousse de l'herbe, on pâturait partout comme il faut. Aujourd'hui on est obligé de rassembler tous les troupeaux en parc de nuit. Pour le bien-être animal, c'est pas pertinent. On surpâture autour de ces parcs de nuit, on sous-pâture dans les secteurs. Voilà, donc on est dans une impasse un petit peu avec ça. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais pour que les gens aient un peu un ordre d'idée en tête, je voyais que depuis 2012, c'était plus de 1000 animaux, donc souvent des moutons, qui étaient tués par le loup chaque année. Et donc en 2020, on arrivait à 12 000 bêtes tuées pour 580 loups, les 600 dont tu nous as parlé. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai coût économique pour les éleveurs, puisque c'est des pertes sèches, et social, j'imagine. J'étais avec une amie, Léa, qui écoute le podcast, que je salue, mais qui habite ici, qui me disait que socialement, c'était un vrai problème aussi, parce qu'il y a les pour, il y a les contre, et c'est tendu quand on en parle. Oui, puis si vous voulez, aujourd'hui, voilà, sur la commune ici, au Boucher-Montcharvin, moi je suis élu, on loue des alpages communaux, on a un alpage qui est très difficile, qui est important d'être pâturé, sinon il y a des avalanches et ça peut être dangereux l'hiver. Et ça fait 3 ans qu'on a un jeune éleveur là, d'une petite trentaine d'années, qui a un petit troupeau, 160 têtes, et l'année passée, entre le loup et on a aussi un problème avec les vautours aujourd'hui, lui il a perdu 40 bêtes sur son troupeau. Et ce jeune, il a laissé son boulot dans les travaux publics pour être à fond dans son métier d'éleveur. Il a une petite fille qui a 3 ans en fait, et la seule solution qu'on a trouvée pour l'été qui se prépare, il a dû investir dans une cabane de gardiennage, et donc lui il va passer toutes ses nuits à 2000 mètres d'altitude dans une petite cabane de 3 mètres carrés grosso modo, pour pouvoir garder son troupeau, pour être prêt à intervenir au cas où il y aurait un problème, pour pouvoir rassembler les bêtes et puis les emmener au pâturage, les rassembler. Alors que dans les Aravis, contrairement aux Alpes du Sud ou peut-être aux Pyrénées où il y a des très grands espaces où on peut réunir des milliers de têtes et mettre un berger, et encore on a beaucoup d'exemples où malgré le berger, malgré les chiens de protection, eh bien, il y a encore une augmentation des attaques qui est colossale. Nous aujourd'hui socialement, je trouve que c'est pas enviable pour un jeune père de famille de passer son été à dormir dans un bout de cabane parce que ça n'allait plus être avec sa famille en fait pour protéger son troupeau. Donc socialement c'est très lourd. Et puis effectivement, tu passes un été à ramasser des cadavres, 2 étés, 3 étés, t'as envie de jeter l'éponge. Et aujourd'hui... Ouais, parce qu'en plus, le loup, il y va pas par 4 chemins. J'ai vu il des prend images pas juste la bête d'après-attaque. dont il a besoin. Tant que ça bouge, il tue, quoi. Donc c'est vraiment dramatique. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces mesures de protection qu'on a mis en place depuis des années... Tu peux nous les décrire, ces mesures de protection ? Aujourd'hui, pour être notamment indemnisé en cas d'attaque, il faut avoir mis en place au moins 2 mesures de protection. Donc il y en a une qui est obligatoire finalement, c'est les parcs de nuit. Et ensuite il faut le chien de protection. Donc selon les troupeaux, il en faut 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les patous ? C'est les patous, les fameux patous. Il y a d'autres races aussi, mais c'est des très gros chiens.
Alors il pose vraiment problème dans le territoire, hein, parce que finalement c'est plus possible de randonner dans des secteurs où il y a des patous. Hein, donc, on s'est déjà fait, on a voulu traverser un troupeau de moutons et on n'avait pas fait gaffe et on a vu un patou débarquer. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Alors, on a fait demi-tour direct et il s'est rien passé. Il faut surtout pas traverser un troupeau. En fait, hein. Il faut vraiment, si vous approchez du troupeau, le chien il est dressé à dire s'il y a quelque chose qui s'approche du troupeau, et bien je monte les dents. Donc il faut vraiment, ceux qui nous entendent. Quand on est à l'approche d'un troupeau de moutons, même si en général ils chôment, c'est-à-dire qu'ils se reposent en plein après-midi sur le sentier dans les endroits plats, il faut contourner très très largement le troupeau pour ne pas inquiéter les chiens de protection. Hein. Et ça fait partie des sujets. Hein. Donc il y a le chien de protection et puis après il y a le gardiennage en fait, hein, des troupeaux. Aujourd'hui l'élevage ovin c'est déjà difficile, hein, donc il faut effectivement financer un berger. Les ovins c'est les moutons brebis. C'est les moutons brebis. Hein. Alors on est aidé effectivement dans le cadre du plan loup par l'Europe et l'État, hein. Quand même l'autofinancement qu'il faut apporter en face. Hein. Ça tombe bien, c'est ma minute économie. Voilà. L'État vous aide beaucoup là-dessus. Tu pourrais nous dire les aides que vous avez de l'État sur ça ? Alors nous on n'a pas de berger puisqu'on rentre nos chèvres notamment toutes les nuits, hein. Donc on a une mesure qu'on appelle éleveur gardien. Alors, je crois que l'État, pour le surcoût de gardiennage, nous donne, je crois, 15 € par jour, en fait. Hein. Nous, c'est dans notre territoire. Par contre, effectivement, quand il y a suffisamment de têtes, alors je crois que c'est 150, je crois qu'on peut avoir 80% d'aide pour avoir un berger. Hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les troupeaux où même il y a un berger, où il y a parfois 3 ou 4 patous, en fait, un jour de brouillard, ils se font quand même taper, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on a plutôt éduqué le loup, finalement, à contourner toutes ces mesures de protection. Il est très malin, hein, c'est une bestiole vraiment futée. On a aiguisé finalement son appétence pour les proies domestiques parce qu'il a absolument plus du tout peur de l'homme. Hein. Il y a un papier qui est sorti là, des chercheurs de l'INRA qui dit ça, qui dit en fait aujourd'hui c'est plus du tout efficace. Il faudrait, vu la population lupine, il faudrait simplement que le loup réapprenne la peur de l'homme. Hein. Et puis nous on demande simplement de pouvoir défendre dignement notre travail, et puis bon, enfin, voilà, pour nous aujourd'hui, il y a 600 loups, tout comme aujourd'hui on régule les populations de sangliers. Le loup, il faut qu'il soit régulé, on est dans des espaces. Mais moi je trouve que c'est quand même une sacrée hypocrisie tout ça, parce que finalement, on a une société, nous on a la Haute-Savoie par exemple, hein, on a la proximité de Genève, on accueille 12 000 habitants de plus par an, c'est énorme. On bétonne à outrance, enfin, vous descendez à Annecy, vous avez à portée de vue une vingtaine de grues, quoi. En fait, on bétonne, on urbanise énormément, on a encore des modes de vie qui font que notre alimentation, elle fait des kilomètres en bateau, en avion, etc. Et en fait, la société, elle est essentiellement comme ça, elle se réforme presque pas là-dessus, on voit bien. Mais par contre, pour se donner bonne conscience, on dit aux quelques montagnards qui sont dans des vallées où on essaye, nous, de garder des dynamiques économiques, sociales, etc., on dit, débrouillez avec le loup, faut surtout pas lui enlever un poil, quoi. Et ça, je trouve que c'est une énorme hypocrisie aujourd'hui où finalement, on a un mode qui détruit globalement le foncier, qui détruit l'environnement de civilisation. Et par contre, en montagne, les quelques éleveurs qui font du pastoralisme, qui travaillent sur de la biodiversité, ils ont même pas le droit de défendre leur troupeau, quoi. Et je clôture la minute économie, on a un peu dérivé, mais effectivement pour l'État, ça, je voyais que ça représentait 38 millions d'euros, puisqu'ils vous indemnisent aussi quand il y a des bêtes qui sont tuées. Donc pour la société, le coût du loup aujourd'hui, sur 2020, c'était 38 millions, quoi. Alors j'ai pas tous les chiffres en tête. Je crois que 38 millions, c'est les mesures de protection. Oui, c'est tout confondu. Voilà. Indemnisation, mesures de protection. Alors, tout. Ça commence à dater, je pense qu'il faudrait vraiment le réévaluer. Je crois qu'il y avait eu des rapports parlementaires qui avaient évalué entre les mesures de protection plus l'indemnisation, plus finalement les coûts indirects finalement de gestion par notamment tous les services publics, parce que toutes ces attaques elles doivent être constatées par des agents assermentés, etc. C'était plus de 50 millions d'euros en fait, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on est nous, les quelques éleveurs de la montagne, pour ces 50 millions d'euros? Mais finalement, effectivement, qu'on y mette des moyens quand le loup était quasiment en voie de disparition, j'ai envie de dire évidemment, enfin... Mais par contre, aujourd'hui, il faut qu'on change. Je vais prendre une expression de fusil d'épaule, quoi. En fait, il faut gérer ça autrement. C'est-à-dire qu'on peut plus rester dans. Ça a montré son échec. Hein. Il faut réguler le loup.
faut faire baisser la pression de prédation et il faut lui réinculquer la peur de l'homme, tout simplement, quoi. Et alors, je vais te poser des questions de manière un petit peu provoque, parce qu'évidemment, on a bien conscience de la souffrance que c'est pour les agriculteurs et de tous les services, on en parlera après, que vous rendez à la montagne, vous, et du coup à l'homme. Mais puisque si vous êtes indemnisé autant, finalement, votre perte économique, peut-être qu'elle est restreinte. Et donc, finalement, est-ce qu'on peut ne pas se dire, OK, il y a des bêtes qui sont tuées, bon, les agriculteurs sont rémunérés et ça s'arrête là, quoi. Alors, cette question, c'est facile à répondre, en fait, finalement. 50 millions d'euros, ça paraît énorme, hein, mais finalement, à l'échelle des éleveurs, c'est tout petit. Les éleveurs, ils n'ont pas envie de vivre d'aide, hein, ils ont envie de vivre de leur travail, tout simplement. Et puis, effectivement, une bête qui, si elle est constatée attaquée par le loup, va être indemnisée. Déjà, on ne fait pas ce travail-là pour ça, hein, pour aller ramasser des cadavres. Moi, je vous parlais du vautour, hein, la plupart du temps, nous, quand on arrive sur les carcasses, elles ont été complètement mangées par les vautours, et donc on ne peut plus prouver que c'est le loup, notamment. Il faut les retrouver, c'est-à-dire que nous, les moutons notamment, sont dans des pentes super escarpées, et bien souvent, quand il y a des attaques, le loup les pousse dans des endroits où l'homme, on n'y va plus à pied, quoi. Donc souvent, il y a des pertes, hein, qui ne sont pas indemnisées. Et puis il y a nous ce qu'on appelle tous les coûts indirects, c'est-à-dire qu'effectivement, la bête tuée, elle est indemnisée si on la retrouve à temps. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a toutes les pertes indirectes qu'on a énormément du mal à faire reconnaître. Tout simplement, traditionnellement, c'est des agneaux d'alpage. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agneau qui est consommé, c'est un agneau d'herbage, etc. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'un troupeau qui a été attaqué 1, 2, 3, 5 fois dans l'été, les agneaux ne font absolument plus de croissance. Donc là, on a une perte énorme. Il y a des troubles finalement de comportement des animaux qui font que pour l'éleveur ça devient infernal. Il y a des stress en fait énormes qui provoquent des avortements, des problèmes de reproduction sur les troupeaux. Et ça finalement c'est des pertes indirectes que l'éleveur ne sait faire reconnaître, quoi, en fait, hein. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un coût qui est bien au-delà de ça. Et puis j'ai envie de dire le coût moral, le coût social pour l'éleveur, c'est infernal, quoi. Et ma deuxième question, c'est le loup, il est dans son habitat naturel, puisque même s'il avait disparu, il y était à l'époque avant l'extermination de la part de l'homme. Est-ce que finalement, c'est pas vous qui ne seriez pas à votre place à la montagne et qu'il faudrait pas tout laisser au loup et puis que l'homme redescende en vallée ? Ouais, mais je dis, mais on peut avoir ce postulat collectif, mais alors on le fait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va aller enlever les pylônes de ski, on va aller finalement accepter de laisser totalement la nature à la nature, et je sais pas où c'est qu'on va aller, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, je pense qu'on respecte la nature, et je pense que les éleveurs, par définition, respectent la nature. S'il n'y avait pas le pastoralisme ici dans les Aravis, hein, vous auriez au sommet, effectivement, là où les avalanches, elles ramassent les arbres, un petit peu d'herbe, hein, mais partout ailleurs, on n'aurait que de l'épicéa. Et donc, en fait, on n'aurait plus que ça dans la nature. Nos alpages seraient tous fermés, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas cette vie, ces vies-là. Moi, j'ai cité un autre exemple, hein. L'Europe a accompagné la réintroduction du mouflon, hein, qui est un mouton sauvage, en fait, hein. Il y a beaucoup d'aide aussi pour la réintroduction du tétralyre, quoi, en fait, hein, qui est un gallinacé très, très, très typique. Le tétralyre, lui, il a besoin ce qu'on appelle un habitat semi-pâturé, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans les bois, hein, mais il a besoin de petits taillis, donc il faut que ces zones-là soient pâturées. On a quelques exemples ici dans les Aravis où finalement les attaques de loups ont fait que les éleveurs qui étaient beaucoup des doubles actifs, en fait, hein, qui avaient un autre métier à côté, menuisier, moniteur de ski, etc., laissaient tomber finalement ces comptes d'alpage, hein, parce que c'était plus possible, et le paysage s'est refermé et on a perdu finalement ces zones de nidification du tétralyre. De la même manière, les mouflons se sont fait décimer, quoi, en fait, hein, alors qu'on y a mis énormément d'argent public pour les ramener dans ce territoire, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce que l'homme a sa place ? Oui, c'est une position. Moi, je pense que oui, on doit faire attention, mais quelque part, l'agriculture aussi, avec nos prairies naturelles, on est là, on capte du carbone parce qu'on ne retourne pas nos prairies. On entretient toute une biodiversité générale. Nous, on a signé une mesure Natura 2000. On est en zone Natura 2000 sur l'alpage parce que finalement, les pratiques séculaires qu'on a fait avec le pastoralisme font qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent votre milieu, il est super, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on ne pourra plus du tout pâturer comme avant et en fait, on va avoir, à mon avis, une régression globale de la biodiversité pour préserver de façon un peu anarchique une espèce. Et l'idée encore, c'est pas de l'exterminer, c'est de mieux la gérer, quoi. Ouais. Voilà. Ah ouais. Oui, je lisais le rapport de l'INRAE aussi qui expliquait que tout ce que tu nous dis, que vous rendez de vrais services à la montagne, à la nature, de par le pastoralisme. Bon, alors du coup, maintenant qu'on s'est dit que le loup devait être là, que l'homme devait être là, donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut rééduquer le loup à la peur de l'homme. Et donc là, quand tu dis ça, c'est que
tu penses qu'il faut donner plus de latitude à l'éleveur pour faire peur au loup? Puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas abattre un loup qui attaque votre troupeau, vous ne pouvez pas l'abattre. Alors si, on a maintenant la possibilité, alors ça s'est fait très très lentement, d'avoir des tirs de défense. Mais avant d'avoir tir de défense, il faut avoir été attaqué plusieurs fois, il faut évidemment avoir mis les mesures de protection en route. Et c'est des arrêtés préfectoraux, c'est des démarches très très lourdes qui parfois sont attaquées par les associations environnementales. Donc en général, le temps que tout se mette en œuvre, finalement la saison est finie et l'éleveur a perdu une partie de son troupeau. Donc voilà, nous on demande effectivement plus de latitude. Il faut simplement que l'éleveur puisse se défendre, tout simplement, dès qu'un loup devient trop menaçant pour un troupeau, et lui réapprendre qu'il faut qu'il chasse la faune sauvage plus que nos troupeaux, quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est un enjeu tout simple, c'est des choses, et aujourd'hui les chercheurs effectivement vont dans ce sens-là parce que le loup a plus peur de rien, quoi. Et en tout cas, nous on est de ceux qui pensent que ce serait dommage de perdre tous ces... Alors les scientifiques parlent de services écosystémiques finalement, de perdre toutes ces aménités positives de l'agriculture, parce que finalement on a une gestion qui est dogmatique d'une espèce qui certes fait rêver. Le loup, c'est une espèce mythique, etc. Mais en fait, il faut pas regarder les choses que par le bout de la lorgnette. Il faut regarder la globalité finalement de l'impact environnemental et des atouts finalement d'écosystèmes qui sont des écosystèmes où l'homme est là depuis le néolithique. On sait qu'aujourd'hui il y a du pastoralisme depuis le néolithique, on disait le Moyen-Âge. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est en zone Natura 2000 parce que finalement on a su préserver avec des pratiques équilibrées. Et à l'époque, ils se posaient quand même pas trop de questions, il fallait qu'ils mangent. Donc les prédateurs, effectivement, ils les ont fait reculer, quoi. Ouais. Bon, c'est toujours une histoire de compromis, quoi, comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a un compromis à trouver, mais on a besoin finalement des auditeurs, de la population, pour mieux comprendre quelle est la réalité. Bien sûr qu'on a envie de garder ces espèces-là. Je pense que oui, ça, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, il faut trouver une manière de le gérer qui est moins. La nature, c'est pas un sanctuaire, elle est pas sous cloche. En fait, c'est un équilibre effectivement ici entre les activités humaines et cette nature. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on veille à ces équilibres-là, soient pas menacés, quoi. Écoute, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça. Je pense que c'était intéressant. Et maintenant, je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être agriculteur ? Moi, ce qui me rend fier, c'est... Alors, effectivement, quand... avec des amis, avec des randonneurs qui viennent sur l'alpage, et on leur fait découvrir notre reblochon, et que là, on voit des sourires, on voit des petites remarques, des comme c'est voilà. Là, c'est effectivement notre travail, il est physique, il demande beaucoup d'engagement. Et effectivement, ce travail-là, il est remercié quand on a cette attitude-là. Puis après, peut-être simplement, j'en parlais tout à l'heure. Nous, on adore l'alpage. Et on adore quand on monte en alpage, quand c'est la fête avec tous les hameaux dans les villages, etc. Et ça, c'est une journée où ça me rend fier parce que tout simplement, le travail qu'on fait un peu à l'ombre dans nos étables tout l'hiver, là, il est au grand jour. Les habitants sont contents de voir monter les troupeaux. Je pense que ça rythme aussi la vie locale. Ça annonce le printemps, l'été. C'est un peu votre Tour de France. C'est notre petit Tour de France à nous. Et c'est vrai que c'est... Voilà, et du coup, on a beaucoup de gens des villages qui viennent nous voir tout l'été en alpage parce qu'ils veulent retrouver aussi ce qu'ils ont vécu peut-être quand ils étaient gamins. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science la prochaine fois qu'il y a du reblochon à table ? Voilà, s'il y a du reblochon à table, faut peut-être comprendre d'où est venu ce mot reblochon, faut l'expliquer. Alors, j'ai envie de dire, la Révolution française, c'était 1789, mais les paysans dans nos montagnes, ils voulaient déjà retrouver des droits, parce qu'effectivement, au Moyen-Âge, c'était les nobles, voire même l'Église, les moines qui détenaient les terres, globalement, et évidemment les alpages. Et en fait, ils se rémunéraient, les propriétaires, tout simplement, plusieurs fois dans l'été, semble-t-il, ils faisaient une pesée du lait que faisaient les vaches, ils prenaient un prorata, donc ils transformaient ensuite en fromage. Ils laissaient une petite partie aux producteurs qui trimaient, et eux, parce qu'ils étaient propriétaires, ils récupéraient le prorata. Alors j'ai envie de dire, ils avaient fait ici un peu la révolution avant l'heure, pour défier un peu les nobles et puis en garder un peu plus pour la population. J'ai envie de dire, ils avaient en fait, ils étaient un peu roublards. On avait des cahuzacs un peu avant l'heure ici, en fait, pour pas payer trop de taxes. Finalement, ils traisaient la vache, mais pas tout. Alors on dit traisaient ici en Savoie, alors qu'il faudrait dire trait en français, mais ils traisaient la vache pas totalement. Et puis une fois que le noble était parti, il faisait une deuxième traite, plus courte.
Et cette traite, c'était le lait de la fin de la traite, c'était beaucoup plus gras. Et ça a donné le reblochon, un fromage très onctueux en fait, plus riche. Et c'est comme ça qu'est né finalement le reblochon. Reblocher, ça voulait dire traire une deuxième fois, la rebloche. La rebloche. Belle anecdote. Et ma dernière, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou trouver tes produits? Est-ce que tu as un site internet? Oui, alors gaeclevendissime.fr. Et vous avez une page Facebook peut-être? On a une page Facebook qui s'appelle Refuge de l'eau de Marlan, c'est le nom de l'alpage. Okay. Vous pouvez nous retrouver. Puis pour trouver le produit, je pense que le plus simple, c'est venir le voir dans son environnement, venir partager un petit bout de moment dans notre alpage. On a ce petit refuge où on fait à manger, où on héberge, et donc ça permet de découvrir le fromage dans son lieu. Voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup François pour merci ton accueil. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.